Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode d'On-Jase-là, l'émission où on parle d'un nouveau sujet à chaque semaine. Marc-André au micro. Et cette semaine, je suis entouré, comme à l'habitude, de mes fidèles collaborateurs, Samuel. Bonjour! Rosemary. Allô! Et c'est tout. On est une toute petite équipe cette semaine, donc on va parler à voix feutrée, un épisode dans la confidence. Non, peut-être pas. 50 000 auditeurs. Donc c'est ça, on est seulement tous les trois cette semaine, mais je suis pas inquiet qu'on va avoir quand même beaucoup de plaisir. Bien sûr. Parce que Samuel nous parle d'espace, puis ça, on aime ça. Ouais, moi je vais avoir beaucoup de plaisir parce que, bon, pour ceux qui suivent la série depuis un petit moment, vous allez sûrement constater en fait que j'avais un certain intérêt pour la chose. Donc, l'espace, oui, mais pas juste l'espace, en fait, je veux vous parler des bénéfices de l'exploration spatiale. Moi qui ai un intérêt personnel marqué pour le cosmos, l'astrophysique, puis subséquemment l'aérospatiale, faut dire que, je suis un peu biaisé. Mais, ça me fait quand même de la peine d'entendre beaucoup de détracteurs, en fait, dénoncer l'exploration spatiale comme quoi c'est un véritable gouffre financier et tout. Puis moi, j'avais envie de redonner à ce domaine des sciences ses lettres de noblesse. Parfait, donc un épisode dédié à les Éric Duhem de ce monde. Et... Comme d'habitude, finalement. Comme d'habitude. en bon pédagogue que nous sommes. Ouais. Très neutre. Et puis moi, donc à la fin de l'épisode, je vais vous parler d'un album. C'est à mon tour de parler de musique. On va continuer un petit peu à parler de synthwave par la bande, mais c'est pas directement ça non plus. Enfin, on va aller beaucoup plus loin en termes de genres musicaux. Je vous parle en fait du dernier album de Muse, Simulation Theory, le 8e album du groupe que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Donc je vous livre mes commentaires à chaud. L'album, on enregistre ça 2 jours avant la sortie de l'album, puis j'ai réussi à mettre la main dessus aujourd'hui. Tellement d'impatience qu'il est pas capable d'attendre. Exactement. On est fiers de lui. J'ai écouté l'album à quelques reprises, donc ça va être des impressions à chaud de cet album. Mais avant ça, Rosemary, qu'est-ce qu'on boit cette semaine? Donc, cette semaine, on boit la cuivrée au thé de la microbrasserie La Barberie, située à Saint-Roch. Donc, c'est une aile ambrée au thé à 5% d'alcool, 17 IBU. J'ai pensé à le mentionner pour une fois. À 17 IBU. Yay! Yeah! C'est une bière à la robe orangée et trouble. Au nez, c'est vraiment très frais. On sent des arômes de thé et d'orange principalement. En bouche, encore là, des notes de thé et d'orange. Il y a un petit arrière-goût de caramel léger. Je trouvais qu'il est probablement dû au fait que c'est une bière qui est ambrée. Puis un léger goût poivré également. C'est une bière qui a quand même une forte effervescence, qui a aussi une légère amertume, mais cette amertume-là se dissipe quand même assez rapidement. La finale est vraiment sèche et fruitée, mais elle n'est pas sucrée du tout. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne bière automnale, que j'ai trouvée rafraîchissante et réconfortante à la fois. Je vous ai amené plus dans des bières un peu plus fortes ces temps-ci, plus en prévision de l'hiver, mais là, je suis revenue un petit peu plus du côté léger et frais pour cette bière-là. Si on faisait tout de suite ma chronique d'album, ça ferait un segue parfait. Mais bon, c'est à la fin de l'émission. Mais ouais, c'est une bonne bière, je trouve, je l'aime bien. Ça me fait vraiment penser justement à un petit goût de thé glacé. Oui. Du vrai thé glacé, là, pas du Neston, on s'entend. Oui, c'est ça. Mettons un thé glacé qui n'est pas sucré, là. Ouais, c'est ça. Oui, effectivement. Moi, je vais faire ma Rosemary avec les IPA. Moi, c'est pas mon genre. Ça goûte beaucoup trop le thé. Moi, j'aime ça quand ça goûte la bière. Bon. Voilà, c'était mon éditorial. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Samuel. Donc, sur cette belle conclusion de sa part, c'était la cuivrée au thé de la microbrasserie La Barberie. Merci beaucoup, Rosemary. Ça me fait plaisir. Maintenant, Sam, sur un ton plus enjoué, j'espère, ta chronique. On parle d'espace. Oui, c'est ça. Comme je vous disais, moi, je veux vous convaincre, en fait, que aller dans l'espace, c'est cool, puis ça aide tout le monde. Bon, ok, peut-être pas tout le monde, mais la NASA, c'est quand même une agence vraiment sympathique. Depuis ses tout débuts, les technologies dont elle finance la recherche, dont elle développe en fait à travers ses différents laboratoires aux États-Unis, bénéficient en fait ensuite dans l'industrie, puis de façon générale en fait dans la diffusion de produits commerciaux. En fait, la NASA a
son programme de transfert de technologie, en fait, qui est de prendre une technologie qui a été développée pour l'exploration spatiale et ensuite aider des compagnies qui sont intéressées à acheter en fait les droits sur cette technologie-là, à les faire breveter, puis à développer en fait des produits qui pourraient faire bénéficier, dont pourrait bénéficier le commun des mortels. D'ailleurs, depuis le milieu des années 70, la NASA publie une revue présentant les applications commerciales et technologies développées. Puis cette revue-là, au début, était imprimée en noir et blanc, mais il y a eu un tel intérêt de la part du public que peu longtemps après le début de sa diffusion, elle a commencé à être diffusée en couleur sous forme vraiment de revue. Donc c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde qui voulait découvrir c'est quoi les dernières avancées technologiques que leur agence favorite avait développées, avait su mettre de l'avant. Il y a eu un intérêt marqué de leur part. Fait que t'allais au dépanneur, t'achètes ton Ricardo la semaine, la revue de la NASA. J'aime ça. Je pense pas que c'était au dépanneur qu'on pouvait se la procurer, mais somme toute, le tirage était assez large. Puis dans le fond, je voulais vous présenter des exemples. C'est un petit peu insolite, mais super intéressant. En fait, des exemples de l'édition 2018 de la revue Spin-off de la NASA. Fait que le premier, moi, j'ai trouvé ça fantastique, en fait. L'appareil s'appelle Finder pour Finding Individuals for Disaster and Emergency Response. Je vous ferai pas la traduction littérale, mais essentiellement, c'est un appareil pour trouver des victimes, en fait, dans des catastrophes naturelles ou peu importe. Puis dans le fond, c'est la compagnie Arcat Incorporée, située en Virginie, qui ont conçu ça. C'est un appareil qui utilise un capteur infrarouge pour les signatures thermiques. Donc ça, dans le fond, une signature thermique, c'est l'espèce de lumière qu'on ne perçoit pas à l'œil nu, mais qu'on dégage qu'on dégage ou que peu importe l'objet dégage lorsqu'il est chaud. Okay. Donc c'est la vision du prédateur un peu dans le film du même nom. Exactement. C'est un peu comme le regard de certains animaux comme les serpents qui sont capables de capter des fréquences lumineuses inférieures à celles de l'œil humain, donc ce qu'on appelle les infrarouges finalement. Okay. L'appareil est équipé aussi d'un radar hypersensible permettant de capter jusqu'au battement des cœurs humains. Wow. Puis dans le fond, c'est quoi le rapport avec l'espace, me direz-vous? En fait, la NASA développe beaucoup d'appareils d'observation, autant au niveau terrestre qu'au niveau cosmique. Puis pour justement percevoir ces phénomènes-là qui se produisent à des années-lumière d'ici, il faut avoir des capteurs, en fait, qui sont extrêmement précis, mais surtout qui sont capables de faire abstraction du bruit ambiant. Puis là, je parle pas de son, parce que, comme tout le monde le sait, il n'y a pas de son dans l'espace. Le son ne voyage pas. Fait que Star Wars, Avatar, piou piou piou, c'est pas... non? Exactement. Puis le slogan de Alien, dans l'espace, personne ne peut t'entendre crier. Neil deGrasse Tyson serait content, c'est vrai. C'est vrai. Exactement. On le salue. On le salue. Donc, quand je parle de bruit, je parle de micro-ondes, bref, de différentes formes de lumière, en fait, qui vont venir interférer avec les ondes qui nous intéressent, finalement, la fréquence, le segment là, dans le spectre qui nous intéresse, qui ferait la démonstration, par exemple, d'un phénomène qu'on voudrait observer. Donc, en développant justement ces appareils-là hypersensibles, on apprend justement à être capable d'isoler tout ce qui se passe autour de la source qu'on cherche à observer. Puis, dans ce cas précis, par exemple, devant une catastrophe, tout ça, essayer de percevoir justement des sons comme par exemple un battement de cœur, il va falloir savoir le caractériser et être capable d'éliminer les bruits ambiants pour pouvoir le détecter. Okay. Grâce à ça, l'appareil est capable de déterminer si à proximité combien il y aurait de victimes potentielles dans la catastrophe. Comme ça, on évite d'avoir à chercher un secteur, par exemple, où est-ce que on ne sait pas trop combien de victimes il y aurait eu. Si on les trouve toutes, on assume qu'on peut passer à la suite des choses, au prochain lieu, en fait, qui a été touché. Vraiment impressionnant. Puis, d'ailleurs, c'est ça, des technologies similaires sont utilisées aussi là, à bord de sondes et de satellites pour caractériser la surface de Mars. Fait que même, pas juste des phénomènes qui viennent de très loin, mais aussi... des surfaces parce qu'on voudrait caractériser des éléments vraiment précis. Là. Okay. Puis on parle de satellites qui se trouvent à des dizaines et des dizaines de kilomètres de la surface, qui sont capables de détecter les détails ainsi. C'est assez impressionnant. Oui, vraiment.
L'autre exemple que j'avais, en fait, c'est grâce à l'accumulation en fait, des données des satellites Landsat. Landsat, c'est un des plus vieux programmes de satellites de la NASA. C'est les premiers satellites, en fait, qui ont observé directement la Terre. Donc, je parlais, en fait, de caractériser le sol de Mars, mais avant de caractériser le sol des autres planètes, on a voulu en découvrir un peu plus sur la nôtre. Puis, en fait, on est rendu au 9e satellite Landsat, qui va être lancé, en fait, je pense, l'année prochaine. Donc, dans le fond, c'est vraiment des satellites qui font de l'imagerie satellite. De l'imagerie satellite, là, ce que vous voyez sur Google, par exemple, ou des trucs comme ça. Ça permet de faire de la cartographie, d'identifier, d'identifier certaines zones dans la mer, des hauts fonds, des mouvements animaliers, l'évolution en fait de la flore aussi beaucoup. C'est quelque chose comme par exemple lorsque les couleurs automnales arrivent, c'est quelque chose qu'on perçoit très bien de l'espace. Puis avec ces appareils-là, on est capable même de faire des estimations, des prédictions très précises. Puis justement, la compagnie TELUS Labs a développé des modèles et des systèmes de prédiction avec les données de ces satellites-là. Puisque ça fait très longtemps que le programme existe, depuis le milieu des années 70, on a à peu près pour 40 ans de données sur lesquelles on peut se baser pour établir justement des formules, des algorithmes, des équations qui permettent après ça de prédire en fait certains modèles météo selon certaines conditions. Fait que, vite de même, bon, c'est pas pour prévoir la météo qu'il va faire pendant tout l'été, là. C'est plus en fait pour être capable de faire des bonnes prédictions sur les pousses. Donc en agriculture, c'est des informations qui sont très pratiques. Puis justement, la compagnie s'est vraiment spécialisée dans l'offre de modèles et de systèmes de prédiction pour offrir des services d'optimisation agronomique. OK, puis j'imagine que ça doit être, peut-être pas par cette compagnie-là, mais la même idée doit être super pratique pour tout ce qui est monitoré puis prédiction par rapport au changement climatique. Exactement. C'est pour mieux juste avoir les données, voir l'évolution de ce qui s'est fait justement dans les 40 dernières années. Exactement. Ben, essentiellement, la mission de ces satellites-là, surtout aujourd'hui, en fait, c'est vraiment de pouvoir les identifier, ces changements-là. Bon, on n'est pas sans savoir qu'il y a beaucoup de gens encore qui sont climato-sceptiques, qui doutent des changements climatiques. Donc, c'est encore très important et crucial que d'être capable de le caractériser et de l'identifier, ce phénomène-là, par justement des preuves. Puis les appareils qu'on envoie justement dans l'espace, en orbite autour de la Terre, permettent de faire des observations qu'on ne serait pas capable de faire au niveau du sol. Fait que oui, effectivement, là, ces satellites-là sont très pratiques pour ça, mais plus terre à terre, si on veut, ben pour optimiser finalement les récoltes, les moments où faire pousser, en fait, semer, labourer, etc. On peut utiliser ces technologies-là aussi, puis il y en a qui en bénéficient. Puis la dernière que je trouvais fort sympathique, que je vais vous parler en buvant de ma bière, en fait, c'est le Keg Sheet. Le Keg Sheet, c'est une pellicule qui sert à contenir et à garder au frais un baril de bière. Donc, c'est pas une bonne raison d'investir dans l'espace, ça. Exactement. Moi, j'achète. Ouais. L'idée, en fait, est venue à l'entrepreneur qui a lancé cette idée-là pendant un camp ou un festival, d'utiliser, en fait, sa couverte d'urgence, là, les fameux... les couvertes en aluminium, là? Oui, qui font aluminium, mais c'est en fait, ils appellent ça du Mylar. C'est le nom d'une compagnie, là, c'est un peu comme des Tylenol, des trucs comme ça. Fait que, outre la publicité gratuite, le nom exact du produit, je vous le dirai pas, mais essentiellement, c'est une espèce de pellicule à base plastique ultra réfléchissante. Donc, je vous l'ai dit tantôt, là, la chaleur, ça dégage de la lumière. Donc, quand cette lumière-là est réfléchie, ben la chaleur aussi va l'être lorsque le matériau permet justement une grande réflectivité. Fait que ça fait en sorte qu'avec des couvertures, ou peu importe des recouvrements faits en ces matériaux-là, on est capable justement de repousser autant de conserver la chaleur d'un côté que de la repousser sans avoir des épaisseurs considérables pour justement isolé. Donc, tu sais, quand on parle d'un mur de maison, ça peut être assez épais. Puis, la NASA, à l'époque de ses premières tentatives, en fait, de voyage dans l'espace, puis surtout, en fait, de marche dans l'espace, là, donc lorsque l'astronaute sort de la capsule pour faire des opérations à l'extérieur
des lieux d'occupation finalement. Fallait leur trouver en fait des matériaux isolants qui étaient suffisamment minces pour que les mouvements de l'astronaute ne soient pas trop brimés. Puis c'est justement, la NASA est devenue vraiment un spécialiste dans le domaine en développant des matériaux extrêmement minces qui avaient un pouvoir d'isolation extrêmement grand. Fait que tout ce qui est justement Miller, je pense qu'il y en a un autre qui s'appelle le Millinex aussi qui est fait en Angleterre. C'est basé sur ces technologies-là. Puis aujourd'hui, on retrouve plein d'applications, mais je trouvais ça vraiment sympathique, l'idée de protéger le cake de bière, le baril. Donc voilà. Puis sinon, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé, là, je pense que c'est la saison dernière, je vous avais parlé en fait de code source ouvert en fait, donc de l'open source. Pas de numéro d'épisode, Marc-André, non? Non, je suis content, c'est bon signe, là, ça veut dire que je me suis amélioré depuis la semaine dernière. C'était dans les premiers épisodes qu'on a fait. Vous chercherez open source dans notre liste, c'est sûr que vous allez le trouver. Je vous en parle parce que faut savoir que la NASA développe beaucoup de logiciels. C'est une agence qui a su investir et travailler beaucoup justement dans la miniaturisation des appareils informatiques parce que les besoins étaient très grands lorsqu'on se retrouve à devoir automatiser ou simplifier au maximum des systèmes très complexes justement de navigation puis de juste le soutien de la vie à l'intérieur de ces cabines d'occupation-là dans l'espace nécessite en fait des systèmes très complexes. Donc, l'informatique vient simplifier tout ça parce que sinon, ça fait beaucoup de câblage à amener dans l'espace pour automatiser le tout. Donc, en limitant le câblage, on limite le poids. Donc, le décollage coûte moins cher. Donc, la NASA a su développer vraiment une expertise dans la programmation, dans le développement d'outils informatiques. Puis, pour revenir en fait à ce que je disais, une part importante des codes sources qu'ils développent, qu'ils écrivent, qu'ils codent, sont diffusés sur des plateformes d'échange et de partage comme GitHub par exemple, qui est la plus grande plateforme d'échange de code au monde. Ça appartient à Microsoft depuis tout récemment. Puis dans le fond, c'est vraiment des codes qui vont de l'analyse de données jusqu'au suivi des opérations des appareils spatiaux. Il y en a un que j'ai joué avec un peu pendant mes recherches. C'est vraiment trippant. Ils ont un espèce d'exemple semi-fonctionnel. C'est un tableau de bord pour les rovers. Fait que l'exemple qu'il donne, c'est un rover lunaire avec tout plein d'informations sur la température qu'il fait à l'extérieur, la pression atmosphérique, tout présenté dans des beaux graphiques avec une certaine organisation. Puis l'idée, dans le fond, c'est qu'en diffusant ces codes-là, quelqu'un qui voudrait développer, par exemple, un robot anti-mine personnel ou encore un robot qui viendrait secourir les gens. On va le combiner avec l'autre appareil dont je vous parlais tantôt. En fait, ce serait possible au lieu de partir de rien, d'utiliser l'interface que la NASA a déjà développée, puis de construire par-dessus, puis finalement de sauver du temps et de l'argent. Ou même juste pour des fins éducatives, de pouvoir voir un peu comment la NASA développe son code, qui doit être très fiable aussi, parce que les risques d'échec sont grands lorsqu'on se retrouve avec des bugs. Donc, tu veux pas que ça bug une fois que ton robot est rendu sur Mars. Là. Non, c'est vraiment pas le bon moment d'essayer d'aller changer un disque dur ou quoi que ce soit. Là. Il est un peu trop tard. Fait que, je sais pas si vous autres, vous en connaissez des... le GPS est le premier qui me vient en tête quand tu m'as dit ton sujet. Je veux dire, c'est probablement, je pense, l'exemple le plus connu. J'ose le croire. Probablement un des plus utilisés aussi, aujourd'hui. Depuis quand même une quarantaine d'années maintenant, le GPS, c'est assez important. Puis c'est ça qui est donné. La technologie est quand même donnée gratuitement à tout le monde sur la planète. Donc, c'est un beau cadeau pour l'ensemble de l'humanité quand même. Exactement, parce que c'est ça, faut savoir que l'exploration spatiale, c'est pas juste d'envoyer des humains dans l'espace, puis même c'est une toute petite part, même si c'est celle qui est la plus onéreuse en général. L'exploration spatiale passe beaucoup par les sondes, mais tout simplement les satellites qu'on place en orbite autour de la Terre. D'ailleurs, le premier satellite de télécommunication, donc de pouvoir faire des appels par satellite, etc., c'est le Canada qui l'a lancé. Donc, Canada qui a été en fait la troisième nation à envoyer un satellite dans l'espace
Ah, Donc, ouais. la seule après les Russes puis les Américains. On était avant n'importe quel pays européen. Avant l'Europe, oui, Wow, tout à je fait, savais. avant le Japon. Donc, c'est sûr que c'est pas une fusée qui a été développée au Canada. Le lanceur, Ouais. c'était un lanceur Américain. américain, mais le premier satellite, Alouette 1, était un satellite canadien. Ah, ouais, c'est le Canada. Ça, me nommait une affaire Alouette, hein. Oui, C'est tout à fait. bizarre. Mais sinon, en fait, un autre truc bon, je vous ai donné des exemples de bénéfices pour le commun des mortels, mais toi, Marc-André, qui est un fervent... comment je dirais ça? Un Ouais, fervent c'est ça que tu vas amateur, dire, là. un fervent amateur de géopolitique et de Ouais. diplomatie, etc. Ben, un des apports les plus grands que l'exploration spatiale a su amener au monde, c'est probablement justement le principe de coopération internationale qui dépasse la diplomatie. Je ne sais pas si c'est le fait de se retrouver à l'extérieur de l'atmosphère, à l'extérieur de toute frontière qui semble simplifier les choses, ou simplement la volonté de vouloir coopérer avec d'autres scientifiques puis de développer en fait une mission commune. Ça va dépendre de l'époque, ça va dépendre à quel point tu es optimiste ou négatif, je dirais. Parce que, tu sais, Trump a parlé récemment, c'est au courant de l'été, je crois, de lancer la Space Force, donc un 6e bras à l'armée américaine pour la défense spatiale. Ça sonne extrêmement niaiseux, mais ça fait longtemps qu'on en parle. Neil deGrasse Tyson a défendu l'idée, là, sans faire d'appel à l'autorité. Mais comme quoi, justement, plus on a de technologie qui s'en va vers l'espace, plus c'est normal d'avoir ça. T'sais. Il n'y avait pas d'Air Force avant une centaine d'années. L'aviation, il n'y avait pas ça. Donc c'est une étape de plus. Puis justement, il y a beaucoup de scientifiques, vraiment des sciences naturelles, d'astrophysiciens, mais aussi de politologues qui vont dire cette ère-là de coopération, en ce moment, c'est à peu près une des seules choses, ou une des seules ères où les Américains et les Russes réussissent à s'entendre, puis à collaborer, puis à coopérer, mais que plus ça va avancer, puis plus on va se rendre dans l'espace, puis qu'on va vouloir, par exemple, faire du minage sur un astéroïde, ce qui est évalué à des trillions de dollars potentiellement, ça va peut-être finir ce côté-là très cordial, disons, des relations internationales dans l'espace. On est peut-être en train de vivre une courte période de quelques décennies avant que ça soit un terrain de guerre et de conflit comme les autres. T'sais. Je pense pas que ça va devenir un terrain de guerre. Non, peut-être plus pour l'aspect conflit. Puis tu sais, bon, l'exemple des astéroïdes, c'est parce que l'aspect territorial dans l'espace est encore très loin. Ouais. C'est beaucoup plus en fait au niveau de l'utilisation de l'espace qu'on va s'inquiéter. Par exemple, justement, l'utilisation de satellites espions, ou en fait, tout simplement d'utiliser l'espace pour aller s'attaquer à d'autres systèmes, que ce soit d'autres systèmes spatiaux par exemple. Il y a une certaine compétition, puis il y a aussi, au niveau aussi de la gestion des déchets, tout ça, de la responsabilité qu'on a par rapport à l'espace. On a établi beaucoup de traités au courant de l'histoire, en fait, justement pour faire de l'espace une zone démilitarisée, mais comme toute zone démilitarisée, ça finit par se militariser quand même. Ouais, absolument. Donc je parle de satellites espions, on en retrouve beaucoup, puis sans être une zone de conflit de territoire ou de combat, on voit quand même une certaine militarisation de l'espace, puis en ce sens-là, ça faisait un certain sens de développer une Space Force. Mm-hmm. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est que tout le travail de coopération scientifique qu'on a fait justement dans l'espace, puis ça remonte en fait au milieu des années 70, lorsque Leonov et Stafford ont échangé l'historique poignée de main entre un astronaute et un cosmonaute à bord justement de chacun leur vaisseau qui ont joint ensemble au courant de la mission Apollo-Soyuz. Brièvement, dans le fond, c'est la dernière mission du programme Apollo. C'est la dernière fois qu'on a lancé une fusée Saturn V dans l'espace. Puis l'idée, dans le fond, c'était tout simplement de faire une démonstration, un proof of concept, comme quoi on était capable de s'entendre sur les moyens qu'on allait prendre, les technologies qu'on allait utiliser, juste d'avoir des standards, en fait, de s'entendre sur comment
on devrait monter les connecteurs des deux vaisseaux pour qu'on puisse justement les sceller ensemble puis pouvoir échanger du monde entre les deux. Puis la mission, c'était juste ça, mais ça a été une véritable réussite d'un point de vue diplomatique, parce que sans être en fait l'élément déclencheur de cette détente, ça a été un des éléments clés justement d'une détente qui va se poursuivre pendant plusieurs années entre l'URSS et les États-Unis. Ça, puis le message est fort parce que, tu sais, on ne veut pas, l'homme sur la Lune, ça a beau faire 50 ans cette année, l'an prochain en fait, on continue toujours d'associer l'espace au futur. Fait que je pense que c'est justement, pour les politiciens, c'est ce côté-là, ce message-là fort de si on est capable de s'entendre dans l'espace, de faire cette démonstration-là d'une poignée de main, de joindre des fusées, ou encore aujourd'hui de continuer à collaborer, que les astronautes américains puissent partir vers la Station spatiale internationale à base d'une fusée russe Soyouz. C'est un message fort de OK, il y a de l'espoir pour le futur, il y a de l'espoir que les choses s'améliorent. Fait que je pense que c'est pour ça que ça a longtemps capté l'imaginaire aussi. Capter l'imaginaire, puis je pense que ça a une très grande pertinence justement parce que à maintes reprises, ce genre de collaboration-là, les Américains et les Russes ont su en faire preuve. Je pense par exemple à la station Mir, qui est un peu le papa de la Station spatiale internationale, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Mais avant celle-ci, il y avait Mir, qui était la première station spatiale modulaire. Donc la première qu'on amenait des composants dans l'espace pour ensuite les assembler ensemble et construire une structure qu'on n'aurait jamais été capable de lancer en son entièreté dans l'espace. C'est un gros meuble Ikea dans l'espace. Exactement. Les Suédois étaient même pas là en plus. Non, puis mais je suis sûr qu'il y avait pas mal plus de petites vis, puis que c'était pas mal moins... que les manuels étaient pas mal plus complexes. Ils devaient avoir des lignes, des directions écrites, là, pas juste des petits dessins. Tout à fait. Puis dites-vous que les gens qui ont assemblé ça, ils étaient plus accoutrés que quand vous allez jouer dans la neige l'hiver en soute. Imaginez-vous porter à peu près 3-4 manteaux d'hiver avec 4-5 salopettes. Là. C'est à peu près la dextérité qu'ils ont dans l'espace. Malgré tout, ils ont réussi à assembler une station qui va être en orbite en fait de 86 jusqu'à 2001. Puis qui va être en fait un important laboratoire justement parce que bon, un contexte de microgravité c'est absolument impossible sur Terre à part en utilisant des avions qu'on va faire piquer du nez en fait pendant une certaine période de temps. Mais bon, ça dure en général à peine quelques minutes, sinon quelques secondes. Ouais. Donc les expériences doivent être très brèves, alors que dans l'espace, on peut échelonner ces expériences-là sur des jours, des semaines, des mois. Mir, en fait, ça veut dire paix ou monde en russe. Puis c'était vraiment symbolique justement parce que c'est la première fois qu'on voyait des astronautes, des cosmonautes et autres nautes de l'espace cohabiter en fait en ce lieu-là qui était extraterrestre. Donc on va retrouver en fait des Asiatiques, des Européens, comme des Américains dans cette station-là qui vont venir visiter puis participer en fait au développement. Puis ça va vraiment être le fondement finalement de la Station spatiale internationale qui vient un peu remplacer justement. Donc les deux ont coexisté pendant un court laps de temps dans l'orbite. Mir a été détruite au tout début des années 2000 alors que la Station spatiale internationale, ses premiers morceaux ont été mis en orbite en 99. Donc, OK. D'ailleurs, le Canada est l'un des contributeurs principaux. C'est lui, en fait, qui a fourni le bras canadien, qui est un équipement fondamental, justement, autant pour l'assemblage que pour la manipulation à l'extérieur, pour l'arrimage des différentes composantes. Ainsi que, bon, deux autres éléments robotiques, en fait, que le Canada fournit. Général? C'est le robotique qui m'a mélangé. Ouais, la confusion est compréhensible. Donc c'est pourquoi en fait ça nous a garanti, peuple canadien, de pouvoir envoyer des astronautes de façon régulière quand même. Puis de façon assez marquante, là, je veux dire, on se souvient de Chris Hadfield et de sa guitare qui joue
du David Bowie dans l'espace, ça a su marquer l'imaginaire Ouais, clairement. du monde entier. Puis, ce qui est, tu sais, je veux finir un peu là-dessus dans la mesure où est-ce que justement, cette espèce de démonstration-là, où est-ce que les gens se retrouvent autour de ça, parce que, étant donné que ça dépasse toutes les frontières terrestres, on est capable de faire outre sa propre personne, puis au-delà d'un orgueil national ou patriotique, on est capable de se retrouver là-dedans puis de se sentir un petit peu tous ensemble. Ouais. D'ailleurs, Carl Sagan, un des plus grands vulgarisateurs scientifiques des États-Unis, particulièrement en fait pour ses discours, ses monologues, ses enseignements sur l'espace en fait, avait amené une des fusées, je pense que une des missions en fait, je pense que c'était une des missions Voyager qui était en fait, c'est des programmes qui visaient à aller visiter toutes les planètes du système solaire avec une sonde, avec un vaisseau, puis d'aller recueillir en fait des données de proximité avec ces objets-là. Puis dans le fond, rendu à Saturne, si je me souviens bien, il me semble que c'est Voyager 2, il a suggéré en fait à la NASA de retourner la sonde sur elle-même pour qu'elle puisse prendre une photo de la Terre. Ce que la NASA a fait. Puis cette photo-là a été baptisée le Pale Blue Dot, donc le petit point bleu. Le petit point bleu pâle. Le point bleu pâle, ouais. Parce que c'est absolument hallucinant de voir cette photo-là. On voit un peu des reflets et tout, puis on voit cette toute petite tache-là qu'on qualifierait de quelques pixels aujourd'hui. Mm-hmm. Puis Carl Sagan a dit, ça c'est la photo où est-ce que tous les humains sont ensemble, sont présents. C'est tout petit. On est dans le voisinage cosmique. On est littéralement dans la cour d'à côté. Puis on est tout petit, c'est tout ce qu'on a. C'est important d'en prendre soin puis d'arrêter de se taper dessus parce qu'au final, c'est sur ce point bleu pâle-là qu'on vit tous. Fait que, non, je pense que l'exploration spatiale a beaucoup de bons. Ouais, j'espère vous avoir convaincu. Ouais, ben j'aime vraiment le fait que tu as amené autant les bénéfices économiques, commerciaux, scientifiques, que le côté plus humaniste puis politique aussi. Donc ça fait bien ça, j'aime ça. Fait changement de dire que tout va péter. Définitivement. Plus positive un peu. Puis toi, Marc-André, tu vas rester dans un air joyeux aussi. En fait, tu vas nous parler de plusieurs airs. Ouais, ben parlant justement d'optimiste que c'est pas tout qui va péter. Muse aussi, je pense qu'ils ont écouté notre épisode et ils ont trouvé le moyen de faire un album que j'ai déjà entendu avant même qu'ils en aient fait notre épisode. Puis eux autres aussi, ça va vers du positif avec leur 8e album, Simulation Theory. Hey, c'était-tu du segway, ça? C'était incroyable. Fatigué. Voyage dans le temps. Ouais. c'est... Donc, comme je mentionnais au début de l'émission, c'est des impressions à chaud. J'ai écouté l'album à peu près 4 fois, je crois, en dedans d'une journée, parce que j'ai eu accès ce matin. Pour l'instant, j'aime beaucoup cet album-là. Je pense pas que ça va être mon préféré de Muse, mais ça, je veux dire, c'est rendu leur 8e. Je pense que ça fait une dizaine d'années que je les écoute, donc mon préféré est bien établi et changera probablement jamais. Mais enfin, c'est lequel? On veut le savoir. Ah, c'est Black Holes and Revelations. D'accord. Avec un classique. Avec Starlight et Supermassive Black Holes comme étant les deux plus grands succès de cet album. Donc le nouvel album est vraiment très influencé par les années 80. On sent des petites touches synthwave par moment aussi. Donc ça, je pense qu'il y a quelques chansons qui vont venir t'intéresser. Mais il reste quand même avec un son moderne. On n'a pas l'impression de se retrouver devant un album qui aurait pu être fait en 80. T'sais. On s'entend qu'ils ont des moyens de production assez importants de façon générale. Je suis pas trop nerveux pour eux. Donc, c'est ça, comme je mentionnais plus tôt, c'est un album qui est le fun, qui est quand même joyeux pour du Muse. Et ça contraste énormément avec Drones, qui était l'album précédent, sorti en 2015. Avec une thématique futuriste, mais extrêmement pessimiste. C'est comment, avec la technologie, en fait, on pourrait se rendre à une dictature totalitaire comme on n'en a jamais vu. Et là, on reste dans le thème du futur, le thème de la technologie, mais plutôt le penchant optimiste de
qu'est-ce qu'on peut faire de bien avec ça. Puis ça se reflète autant, j'ai plus ou moins prêté attention aux paroles pour l'instant, mais des chansons que j'avais déjà porté attention avant, ça se reflète autant dans les paroles, mais surtout dans la musique. Tu parles de contraste, effectivement, de tous les albums que j'ai écoutés, il y a tout le temps une facette très sombre. Ouais. Tu parles de Drones, moi je pense beaucoup à The Resistance aussi, Ouais. qui vient jouer beaucoup aussi sur les espoirs brisés finalement, parce que il y a tout le temps cette figure d'autorité-là qui écrase ceux qui tentent de se soulever. Là. C'est très influencé Orwell finalement, puis on voit que cette dystopie-là revient fréquemment comme thème. À peu près un album sur 2 justement depuis The Resistance. Donc là on est dans la passe plus positive, plus sympathique. On a aussi un Muse qui expérimente plus, probablement leur album le plus expérimental je crois, qui délaisse un peu la guitare aussi. On le voit dès la première pièce, ça prend un bon 2 minutes je pense avant d'avoir le premier air de guitare. On est tout de suite immédiatement dans le synthé, dans le drum électronique. C'est ce qui donne vraiment le ton à l'album. Mais on a quand même les repères des albums précédents qui restent là. C'est probablement l'album le plus récent de Muse qui sonne le plus comme les 3-4 premiers albums. Donc je pense surtout à Origin of Symmetry, Absolution et surtout à Black Holes and Revelations. Donc les fans de ces albums-là, je pense, vont y trouver leur compte sur plusieurs chansons. Malgré l'absence de guitare? Sur les chansons justement où la guitare est plus présente. Okay. Il y a d'autres chansons, les fans pur et dur, ils vont être en maudit, je pense, sur d'autres chansons. Okay. Je pense que ça va être assez polarisant comme album si on est un fan qui accepte pas que Muse évolue et change. Ces fans-là qui déjà là devaient être de moins en moins satisfaits justement depuis peut-être The Resistance. Ils seront pas plus, surtout celui-là, mais ça va peut-être marquer une cassure justement dans la fanbase, ça va être à voir. Mais je pense que c'est un groupe pour lequel c'est difficile d'être un fan fini, parce que ça demande une grande ouverture. Ils ont tellement évolué, oui, c'est le mot que je dirais là. Ils ont tellement évolué dans leur son puis dans leur façon d'approcher leur pièce. Ouais. Oui, on va reconnaître un peu le son de Muse, mais d'un album à l'autre, lorsqu'on n'est pas un initié, c'est difficile, c'est frappant. Ça change de manière quand même importante, effectivement. Puis je suis totalement d'accord avec toi. On parlait un petit peu de production un peu plus tôt. Ben justement, il y a une équipe très variée dans la production. Il y a plusieurs réalisateurs, incluant Timbaland, qui est connu pour son travail dans le hip-hop, puis la pop en général. Je vous en reparle un peu plus tard. Et il y a aussi le réalisateur de Black Holes and Revelations qui est là sur plusieurs chansons. Donc qui vient expliquer un peu cette sonorité-là qui nous rappelle cet album. Puis qui aide aussi à ce que ça soit un tout cohérent malgré la présence de plusieurs réalisateurs. J'avais peur un peu au début en voyant ça que l'album parte dans toutes les directions. Puis il y a vraiment un fil qui est très cohérent du début à la fin. C'est ce que j'apprécie particulièrement chez Muse. Tu parles de réalisateur, mais d'habitude dans la musique, on parle pas d'un producteur. Ça dépend dans quelle langue de ce que j'ai vu en général. En anglais, on va dire un producer. En français, j'ai déjà vu le thème réalisateur, puis j'ai déjà vu le thème producteur. OK. Mais c'est qu'après ça, en tout cas... Parce qu'au cinéma, c'est pas la même chose. Travail très différent. C'est ça, mais ça semble être dans le même... Ça semble être un genre de synonyme en français pour la musique, mais en même temps, j'ai jamais vu director en anglais pour dire producer, dans le sens de musique. Fait qu'enfin. Réalisateur. C'est une très bonne question, mais j'ai plus vu réalisateur souvent en français. Aussi, en parlant de l'album dans son ensemble, je trouve qu'il y a un meilleur pacing dans les chansons de l'album. C'est-à-dire, Muse, je trouve que un de leurs problèmes sur pas mal tout leur album, c'est qu'on arrive vers le milieu, vers la fin, puis l'album s'essouffle. C'est là qu'on a les tunes, qu'on a l'impression qui sont des fillers, comme on dit, il fallait qu'il y ait un nombre de tunes à mettre, puis ils ont mis 1 ou 2 tunes, puis ils sont comme tout le temps vers la 8e, 7e, 8e, 9e position, puis ça fait qu'il y a comme un creux dans l'album. Même sur Black Holes and Revelations, qui, comme je le disais plus tôt, est mon album préféré, je trouve que ce creux-là aussi dans l'album. Mais là, pour une fois, je suis content de la façon, de la structure de l'album. On sent pas ce creux-là. Donc là-dessus, beau travail pour eux, je leur donne. Il y a peut-être la séquence des chansons Propaganda et Break It To Me, qui sont les pistes 4 et 5, qui sont un peu plus faibles, mais encore là, on est sur la drive des 3 premières chansons.
qui sont totalement réussis. On te part ça, cet album-là part, puis t'es dedans, là, t'embarques directement. Donc le fait d'avoir le creux dès le début, ça fait qu'on le sent moins. Puis après ça, on repart tout de suite, puis le reste de l'album est super bon, je trouve. Donc ils l'ont bien joué, cette affaire-là. Je parlais justement un peu plus tôt de la première chanson, qui s'appelle Algorithm. Et probablement une des meilleures chansons d'ouverture pour un album de Muse. Puis ils ont toujours été assez solides dans leur ouverture. Pour les fans, pensez à un take-a-ball dans l'idée d'une longue intro avant que la voix arrive, puis juste une longue chanson en général. Puis ça, donc take-a-ball qui rencontre le générique de Stranger Things, avec un petit son de synthé qui fait penser un peu à l'album de Second Law. C'est vraiment une des meilleures pièces de l'album, et ça donne le ton, comme je disais justement, avec le drum électronique, le synthé. On sait vers où on s'en va. Il y a aussi la chanson Pressure qui était déjà sortie depuis fin septembre, début octobre, qui je crois va être un incontournable dans les prochains shows de Muse. C'est une chanson extrêmement dynamique, une des meilleures de l'album. Ils ont fait un clip qui en fait a plein de référents aux années 80, incluant Back to the Future, Footloose, et il y a Terry Crews, le gars des annonces de Old Spice qui joue dans Brooklyn Nine-Nine qui est dedans et qui est badass, qui est supposé être dans le clip, le prochain clip à venir d'Algorithm si je me trompe pas, ou Propaganda, je me souviens plus trop, mais qui va être là dans un autre clip. Est-ce qu'on se retrouve encore avec un album qui est très thématique et proche du concept album en fait qu'on retrouvait sur les autres aussi? Il y a encore un thème central justement sur le futur et tout ça, et les technologies, mais il est pas conceptuel comme Drones ou The Resistance l'était. Okay. Puis je pense que c'est ce qui aide à ce qu'il soit plus facile d'approche un peu, qu'il soit moins lourd, plus léger. On sent, tu sais, Drones, je veux dire, je pense que quasiment toutes les tunes, ils mentionnaient le mot Drones, là, c'est qu'à un moment donné, on a compris, là. J'ai d'ailleurs vu il y a pas longtemps une vidéo de fans qui parodiait une tune typique de Muse. Et c'est très réussi, c'est excellent. Et une des paroles à un moment donné, c'est mention obligatoire du mot drones. Excellent! C'est excellent. Puis juste encore une couple d'autres petites chansons que je vais mentionner. Une un peu plus faible qui en fait un peu plus faible. Plus je l'écoute, plus je l'apprécie, mais qui définitivement va polariser les fans de Muse. La chanson s'appelle Get Up and Fight. Muse n'est pas toujours subtil dans ses titres et dans ses paroles. On a un exemple ici. Puis c'est cheesy as fuck. Puis moi, du Muse cheesy, j'haïs pas ça. Ça commence avec des ou ben moins mauvais que ça, d'une voix féminine. Je pense que c'est la première fois qu'il y a une autre voix que celle des gars du groupe dans une chanson de Muse, et ça sonne comme une tune EDM quand ça commence. Moi, je suis parti à rire, honnêtement, quand la chanson a commencé. Et le refrain, quand on arrive au refrain, ça sonne comme du pop-punk emo, un peu à la My Chemical Romance, 30 Seconds to Mars du milieu des années 2000. Mais vraiment, là, le refrain aurait pu être fait à ce moment-là. La guitare, ça me fait juste penser à ça. Mais ça marche. C'est une des chansons que j'ai le plus en tête, puis ça m'aide à apprécier le bout de EDM un peu. C'est-tu du crunkcore ressuscité? Non, c'est insultant ça. Mais tu viens de définir pas mal ce qu'il cherchait comme son, là, mais... Non. Non, excuse-moi, je vais pas blesser ton cœur. Je pense que c'est le style de musique que j'aime le plus au monde. Sérieusement. Puis finalement, une dernière chanson à mentionner, Blockades, qui est probablement, pour les fans pur et dur, les fans de la première heure, eux autres ils vont triper. Ça fait vraiment penser à une chanson qui aurait pu être sur Absolution ou Black Holes and Revelations. Il y a des arpèges au synthé comme dans la chanson Bliss sur Origin of Symmetry. Il y a un drum puis une bass un peu galopante comme Night of Syndonia. Fait que Sam, je pense que tu vas aimer ça. Oui. Donc comme je disais, ça fitterait parfaitement à cette époque-là. Ils ont quand même un côté, on voit qu'ils ont évolué, ça fait quand même plus de 10 ans ces albums-là, mais les fans de la première heure vont bien l'aimer. Il y a aussi une version deluxe de l'album, avec 5 chansons bonus, mais en fait c'est des versions alternatives qu'ils appellent, donc réalité alternative c'est le nom qu'ils donnent à ces chansons-là, donc ils réimaginent des chansons de l'album. Ils ont entre autres réimaginé Algorithm, qui sonne vraiment comme une musique de film. Ça fitterait parfaitement dans un film de Marvel, avec les gros drums qui sortent vraiment pour mettre l'accent sur une scène d'action. Ça, c'est si les films de Marvel n'étaient pas aussi fades au niveau de la musique. Mais ça marcherait dans un film, j'adorerais voir ça. Puis les autres chansons bonus, c'est surtout des versions acoustiques.
Et je pensais jamais dire ça, mais je veux voir Muse faire des chansons en version acoustique en show. J'ai été agréablement surpris. La chanson Something Human est vraiment... J'apprécie la version normale, mais la version acoustique est excellente. Je me promenais dans la rue tout à l'heure. Il faisait soleil, il faisait une dizaine de degrés. C'est quand même chaud pour début novembre. Puis j'écoutais ça, puis j'étais de bonne humeur, puis je souriais comme un épais. C'était parfait. Comme d'habitude, finalement. Comme d'habitude, ouais, j'ai mon petit problème. Mon côté Rainman, qu'on disait. Mais vraiment, j'espère vraiment qu'ils vont faire ça dans la prochaine tournée. Justement, ils viennent à Montréal et à Québec le 30 mars et le 31 mars, respectivement. Les billets vont déjà être en vente, en fait, quand l'épisode va sortir. Donc, probablement sold out. Très probablement, parce que c'est souvent ça pour les shows de Muse. Mais enfin, pour les avoir vus plusieurs fois, puis clairement, je vais y retourner cette fois-ci. Je vous recommande d'aller les voir en show si vous appréciez un moindrement de groupe. C'est un groupe qui prend tout son sens. En concert, ils ont gagné je sais pas combien de prix, comme étant le meilleur band live. Donc, leurs effets visuels sont assez hallucinants aussi pour les avoir vus une fois, là, ouais. Pour la tournée de The Second Ball. Ouais. J'ai pas tant trippé sur l'album, mais je dois avouer que en concert, c'était quelque chose. Ouais, en concert, ils sont extrêmement impressionnants. Puis là encore, ils parlent de se réinventer aussi en termes de scénographie, d'être moins... Il y avait tout le temps énormément d'écrans, de laser et tout ça. Je pense que ça va continuer, mais de plus intégrer un élément humain là-dedans. Référant peut-être à la chanson Something Human, son concept des fois, tu sais. Mais justement, d'avoir des danseurs sur scène ou de faire des tableaux vivants. Donc, je pense que ça va être assez intéressant comme scénographie, comme à l'habitude avec Muse. Donc, voilà, je vous recommande fortement de prêter une oreille à cet album que j'apprécie beaucoup après quelques écoutes. Puis, je pense que je vais continuer de construire mon appréciation pour l'album. Tu as sincèrement piqué ma curiosité. Ah ben là, je suis content. Moi aussi, qui n'ai même pas écouté le dernier album parce que je pense que à partir de The Second Ball, mon intérêt envers Muse a vraiment chuté. Là, mais après ta chronique, je suis curieuse moi aussi de l'entendre. Bon ben, mission accomplie pour ce qui est de ma part. Et mission accomplie pour nous tous puisque c'est la fin de l'émission. Déjà. Donc, Sam, merci encore. Merci à toi. Rosemary, merci à toi aussi. Merci. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, je vous rappelle que nous sommes disponibles sur Podbean, YouTube, Google Play et Apple Podcasts. Sur Apple Podcasts, très important de laisser 5 étoiles et des commentaires pour qu'on monte dans le classement et qu'on batte les algorithmes. Les algorithmes. Algorithmes pour faire référence à Muse, justement. Je vous invite aussi à liker et partager nos pages Facebook et Instagram. C'est toujours très important pour qu'on suive de propager l'émission. Ben oui, puis voir nos belles faces sur des belles petites photos. Ben oui. Surtout voir de la belle bière. Surtout voir de la belle bière, mais aussi une fois de temps en temps nos faces. Mais jamais la mienne à date parce que tout le temps moi qui prends les photos. On va être sur une photo avec toi. On va arranger ça. Ouais. Parfait. Bon ben merci encore tout le monde. Puis on se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Salut!